Alors bonjour, bienvenue à ce sixième cours de littérature française des 17e et 18e siècles consacré aujourd'hui au théâtre classique. On a un programme assez ambitieux, alors on va commencer sans plus tarder. Vous aurez remarqué le changement de perspective, on est dans la même salle de classe que d'habitude, mais à l'avant. Ça fait plus joyeux comme décor que les murs blancs du fond. Et j'ai pu visiter l'UQAC hier, alors j'en ai profité pour prendre quelques photos. Je vais essayer de varier les paysages, les fonds d'écran dans les prochaines semaines. Alors, on va s'installer sur notre chaise bien confortablement et on va pouvoir commencer le cours. Je partage avec vous la présentation d'aujourd'hui sur le théâtre classique. Alors voici, nous sommes présentement devant la Comédie Française. Alors, c'est une institution qui a été fondée en 1680, donc qui date du 17e siècle. Et si vous allez à Paris un jour, vous allez voir, c'est aux confins des jardins du Palais Royal. On avait une diapositive la semaine dernière qui montrait ce Palais Royal construit sous Richelieu, qui avait hébergé le jeune Louis XIV. Eh bien, c'est tout près de là. Vraiment, il y a plein de belles choses dans ce coin-là. Il faut aller s'y promener. Et vous avez donc ce théâtre. Le monument comme tel, le bâtiment comme tel, ne date pas du 17e siècle. Il est postérieur, fin 18e, début 19e, mais c'est quand même de toute beauté. Et vous avez des bustes de Corneille, de Molière, de Racine qui rappellent l'ancrage historique de la Comédie française comme institution. Parce que la Comédie française, effectivement, a produit, monté des pièces de ses auteurs depuis sa fondation, depuis 1680, de façon continue. On produit des pièces classiques. Et c'est là que j'avais eu l'occasion d'écouter, enfin d'entendre, de voir, d'assister à la pièce Phèdre de Racine, alors que je vous parlais la semaine dernière là, de ces métros et des RER qui passent constamment en dessous et qui font vibrer le théâtre au complet. Alors, allez en faire l'expérience, c'est assez sympathique, assez rigolo. J'ai aussi vu Don Juan, si je me souviens bien, là, entre autres choses, une très, très belle pièce de Molière que j'affectionne particulièrement. Bref, ça vaut le détour. Et ça nous sert de fond d'écran pour la présentation d'aujourd'hui, qui consistera en trois volets, comme d'habitude. D'abord, essor de la dramaturgie, et on va remonter au début du siècle. On va parler du théâtre baroque. Il n'est pas question de parler seulement que du théâtre classique. Il faut voir comment les choses se mettent en place et comment on en vient à adopter des règles très, très strictes, très exigeantes qui vont constituer le théâtre classique. Et ensuite, on va parler, toujours dans la mouvance baroque, de l'œuvre de Corneille, qui est à cheval entre les deux esthétiques. Alors, il y a des pièces très nettement baroques chez Corneille, mais il y a aussi des pièces où il s'oriente de plus en plus vers une esthétique rigoureuse. On l'invite dans des querelles très publiques à suivre les règles de vraisemblance, notamment de bienséance. Et Corneille va s'efforcer pour rencontrer l'horizon d'attente, d'ajuster ses pièces de manière, même quitte à les réviser là, par après, de manière à satisfaire justement ces exigences, à ces règles du théâtre classique en formation. Ensuite, on va parler du théâtre de Molière. Ça fait tout un programme, là, Corneille-Molière dans un même cours. Ça se pourrait que ça déborde un peu. Si on voit qu'on n'y arrive pas, on pourra toujours reporter ça la semaine prochaine. Mais je vais essayer de faire ça au pas de course. Comme d'ordinaire, on est toujours un petit peu pressé avec tant de matière à voir en si peu de temps. Alors, sans plus tarder, on commence avec la première diapositive et les inventeurs du théâtre français en quelque sorte. Alors, on remonte un petit peu dans le temps. Et on revient au début du 17e siècle, très pauvre, ce théâtre au début du 17e siècle, pour ne pas dire même inexistant. Alors, on sait qu'au 16e siècle, il y a eu renaissance du théâtre, notamment sous la Pléiade, avec quelques pièces qui ont eu un certain succès, mais ça va s'estomper rapidement du fait des ordres civils, des guerres de religion. Et au début du 17e siècle, on retrouve le théâtre dans un état assez lamentable. Il n'y a pas grande production, il n'y a pas de troupes vraiment constituées. Et le seul théâtre qui existe, le seul lieu fixe vraiment consacré au théâtre, c'est à Paris qu'on le retrouve, à l'Hôtel de Bourgogne. Et il ne se consacre, ce théâtre, qu'aux genres médiévaux. On représente à l'Hôtel de Bourgogne, au début du siècle, que des farces, finalement.
et des mystères éventuellement, et des trucs comme ça, des pièces sans doute sacrées. Je n'ai pas le détail des présentations, mais ce n'est pas un corpus contemporain. Ce ne sont pas les pièces des auteurs de l'époque, au début du siècle, à tout le moins. Alors, tout change aux alentours de 1630 et le facteur décisif va être la protection politique que Richelieu, le cardinal de Richelieu, va accorder au théâtre. Alors, j'admets quelqu'un qui arrive sur le tard. Les comédiens, je vous l'ai déjà dit, avaient fort mauvaise réputation et ça remonte à l'Antiquité. C'est des gens qui, pour toutes sortes de raisons, étaient mal vus parce qu'ils jouaient un métier considéré comme amoral, voire immoral. Le mot grec hypocrisis était appliqué pour désigner l'action oratoire, mais l'action dramatique aussi, là, la mise en scène du discours. Et ça va coller aux fesses des comédiens très longtemps. Et au 17e siècle, ce n'est pas vraiment différent. Quoique, Richelieu a travaillé fort à réhabiliter un petit peu cette image qui est de mal-aimés, en fait, de comédiens mal-aimés. Les comédiens étaient donc considérés comme des amuseurs publics infâmes et vont se transformer peu à peu en gens honorables. L'élément essentiel de ce rétablissement du théâtre va être l'étonnante floraison d'œuvres et de chefs-d'œuvre, en fait. Il y a énormément de grandes pièces qui vont être produites dans cette période, à cette époque, et ça va faire grande impression sur l'esprit des gens, bien sûr. On va prendre le théâtre au sérieux, on va le considérer comme un genre majeur, alors qu'à la Renaissance, la poésie était considérée comme le genre dominant. Au 17e siècle, c'est le théâtre qui va s'imposer comme le genre par excellence. Alors ça, c'est dû en grande partie à la reconnaissance que Richelieu a accordé à ce théâtre et en pensionnant les auteurs, en les encourageant, en faisant construire au Palais Royal, au Palais Cardinal, un théâtre, en y produisant des pièces, etc., etc. Il a contribué à cette floraison extraordinaire. L'histoire littéraire retiendra la variété des formes théâtrales. Il y a toutes sortes de pièces, pastorales, tragicomédie, tragédie, qui témoignent de la vitalité et de la richesse du genre dramatique à l'époque. Vraiment, on touche à tout, toutes les formes, et tous les auteurs vont pratiquer plusieurs formes. Alors, il n'est pas question pour Molière que de faire des farces, là. Il va toucher aussi à la tragédie, il va vouloir être tragédien lui-même, mais finalement se confiner à la comédie, mais après avoir exploré différentes possibilités. Corneille, qu'on associe à la tragédie ou à la tragicomédie, a aussi fait de brillantes pièces comiques, on va le voir. Entre 1625 et 1660, la tragédie-comédie, la tragicomédie domine incontestablement le théâtre. C'est quoi une tragicomédie? Ben, c'est essentiellement une pièce de théâtre qui finit bien. Ce n'est pas nécessairement tragique, malgré le titre de tragicomédie. Ce n'est pas nécessairement comique non plus, mais ça finit heureusement. Alors, ces pièces ont un dénouement heureux et se démarquent par une mise en scène souvent spectaculaire, avec moult combats, voyages, enlèvements, naufrages. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve dans le roman baroque de l'époque. Alors, c'est très mouvementé, ça va dans tous les sens et ça ne respecte absolument pas la règle d'unité. Elle n'est pas encore fixée, cette règle, elle n'est pas encore arrêtée, elle est en devenir. Et on raconte dans ces pièces, la plupart du temps, une série de péripéties qui peuvent s'étaler dans le temps. Alors, ça peut déborder largement le cadre d'une journée et s'étendre sur des années même. Et parfois quelques décennies. Alors, l'unité de temps n'est vraiment pas respectée dans ces pièces de façon générale. Vous avez un certain nombre de caractéristiques qu'on va passer en revue. Et là, vous aurez remarqué l'icône ici qui rappelle que c'est matière à examen. Alors, vous verrez que ça revient souvent aujourd'hui. Il y aura des questions dans l'examen qui vont porter sur le cours d'aujourd'hui, c'est certain.
c'est assez incontournable. Alors, les caractéristiques de ce théâtre, c'est d'abord cette esthétique de la bigarrure qui est tout à fait baroque. On sait que le baroque privilégie la ligne courbe plutôt que la ligne droite, la boursouflure, la surenchère. Alors, c'est très bigarré, c'est très contrasté, ça va dans tous les sens. C'est pas toujours clair. Les intrigues sont vraiment complexes, enchevêtrées parfois. On s'y perd assez facilement. On joue beaucoup sur l'illusion, le provisoire. Ce sont des caractéristiques du baroque qu'on avait présentées quand il a été question de l'esthétique baroque. Vous vous souvenez, illusion, provisoire, faux semblant. Pensez au déguisement, par exemple. J'évoquais tout à l'heure que c'était des choses qu'on retrouvait dans le théâtre de la tragicomédie, notamment. Bien, il y a des déguisements, il y a des quiproquos, des méprises, des morts factices, des gens qu'on croit morts qui sont finalement pas morts du tout. Et pensez par exemple à l'illusion Corneille l'illusion Corneille. L'illusion comique, j'ai une attaque de lapsus aujourd'hui. L'illusion comique de Corneille, qui est une comédie, mais qui représente justement comme ça l'illusion, la magie. Un père qui n'a pas vu son fils depuis 10 ans se fait amener dans une grotte où un magicien prétend qu'il peut lui montrer ce qui s'est passé dans les 10 dernières années. Et tout ça, c'est une mise en scène, bien sûr. Ce n'est pas vrai qu'il s'agit d'un magicien, mais on est dans l'illusion, le faux semblant, mais ce sont des motifs qu'on retrouve justement dans ce théâtre. Alors, vous avez des intrigues enchevêtrées, c'est complexe. Quand on essaie de résumer ces pièces-là, en général, on s'y perd assez rapidement. Beaucoup d'intrigues amoureuses, beaucoup de triangles amoureux, mais aussi beaucoup de rebondissements là, formidables là, dans les aventures des protagonistes. Vous avez présence d'érotisme. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à l'époque classique parce qu'il y a une censure très, très forte. On est très préoccupé par la bienséance et pas question de représenter la nudité sur scène ou le désir amoureux ou un viol ou des choses comme ça. Alors que là, il y a beaucoup de viols dans le théâtre baroque de l'époque qui sont évoqués, voire représentés, entre guillemets. Là, on ne se met pas nu sur la scène, mais c'est certainement assez explicite. On comprend ce qui se passe. Cruauté avec beaucoup de meurtres, des scènes de torture, des suicides très nombreux qui se déroulent parfois sur scène, pas toujours en coulisses. Alors, des fois, parce que c'est compliqué de représenter des meurtres multiples, on va les faire en coulisses, mais ce n'est pas par souci de bienséance, parce que ce n'est pas une préoccupation à l'époque. C'est plus pour des raisons techniques. Et par exemple, une pièce comme Médée de Corneille va représenter sur scène le meurtre de Créon et Créuse, le roi et sa fille, cependant que l'infanticide de Médée est fait en coulisses. Alors là, ce n'est pas une déconsidération technique qu'une volonté de Corneille de ménager un petit peu la réputation de Médée. On lui pardonnerait mal d'assassiner en public devant les gens, ses enfants. Le fait de ne pas les voir se faire tuer sauve un peu l'image épargne un peu l'image de Médée chez Corneille. Alors, vous avez cet érotisme, cette cruauté, vous avez des aventures de toutes sortes, souvent échevelées, des amours contrariés, avec un certain nombre de personnages typés, des amants pris dans des triangles amoureux, avec des rivaux, des pères hostiles qui font tout pour contrer les plans de mariage des uns et des autres. Vous avez des tyrans cruels. C'est des personnages quand même qu'on a vus ailleurs dans l'histoire du théâtre et qui sont repris là, de manière stéréotypée par les uns et les autres. Une autre caractéristique de la tragicomédie, c'est son mélange de tons. Alors, on impose, on mélange toutes sortes de tonalités. On réunit à la fois la comédie et le drame. Et on va mélanger aussi les registres et les niveaux de style. Vous allez avoir parfois recours à un langage noble, et tantôt, même dans la même pièce, recours à un langage très commun. Alors, vous avez des rois qui sont représentés, mais aussi des paysans. Et ça, ce n'est pas typique du théâtre classique, au contraire, où on a tendance à privilégier plutôt la représentation des nobles et de la classe dominante. Alors ça, c'est ce qui caractérise donc la tragicomédie.
Vous avez, parmi les productions les plus importantes, Alexandre Hardy, La force du sang. C'est le premier dramaturge à marquer le genre, Alexandre Hardy. Il impose des sujets mythologiques la plupart du temps. Il y a un certain goût pour le romanesque aussi dans ses pièces et la morale édifiante où on veut donner des leçons. Et cette pièce, elle raconte l'histoire de l'enlèvement d'une femme, finalement, par un noble vraiment bien haut placé, là, assez pour ne pas s'inquiéter des conséquences de son geste, qui va violer la fille en question, mais après lui avoir bandé les yeux, elle s'est évanouie, elle ne connaît pas son agresseur et elle ne sait pas ce qui se passe trop. Mais bon, elle va être relâchée après ça. Elle va accoucher d'un enfant. Tout ce qu'elle retient de cette expérience épouvantable, c'est qu'elle a apporté avec elle un portrait d'Hercule qu'elle a dérobé des lieux où elle a été enlevée. Et c'est ce portrait qui va permettre ultimement la reconnaissance de son violeur. Et elle va avoir un enfant qui est issu de ce viol-là, qui va finalement être reconnu et adopté par son père, et ça va finir par un mariage, si je me souviens bien, là, qui sauve un petit peu la mise, parce que c'était très mal parti, cette histoire. Alors, La force du sang, 1625, vous avez Pierre Corneille, Clitandre, en 1632. C'est une pièce qui introduit l'unité de temps. Alors, on commence déjà, dès 1632, à jongler avec les règles du théâtre classique. Et c'est une première étape de normalisation dans la luxuriance baroque que cette pièce de Clitandre, une histoire amoureuse, une comédie, si je me souviens bien, qui est faite de triangles amoureux. Vous avez Pierre Corneille, Le Cid, tragicomédie cette fois, du même Corneille, donc qui favorise le succès de la tragédie. Malgré le procès qu'on lui fit à l'époque, ça ne va pas faire l'unanimité. On va reprocher toutes sortes de choses à Corneille. Il va s'en défendre. Il va répliquer par écrit. Mais c'est en même temps une pièce majeure de l'époque, un grand succès malgré tout, malgré les critiques, malgré tout ce qu'on a trouvé à redire sur les règles et son application des règles. Thomas Corneille, parce que Corneille avait un frère qui s'appelait Thomas et qui est l'auteur, figurez-vous, du plus grand succès de l'histoire, le plus grand succès de l'histoire du 17e siècle, à tout le moins. Son Timocrate, donc, va être la pièce qui va être la plus jouée de tout le 17e siècle. Et c'est une pièce qui anticipe un peu sur Molière à certains égards, sous certains aspects. Après 1660, elle décline la tragédie, la tragicomédie, pardon, au profit d'une part de la tragédie. Alors, il y a une espèce de renaissance de la tragédie à partir de 1660, et ça avait commencé donc en 1634-37, il y avait la renaissance de la tragédie avec un certain nombre de titres qu'on va passer en revue. D'abord, Rotrou, l'Hercule mourant. Si vous avez lu Sophocle, Les Trachiniennes, vous vous souvenez de l'histoire de Déjanire qui offre une peau de lion à Hercule, et cette peau, Déjanire l'ignorait, est empoisonnée par un adversaire d'Hercule qui l'a jadis tué, et dans son dernier souffle, avant de mourir, il a donné à Déjanire cette peau en disant tu en feras cadeau à Hercule, voilà, voilà. Sauf que c'est une astuce pour tuer Hercule même après sa mort. Et c'est ce qui va arriver justement, il va revêtir cette peau et ça va l'empoisonner. Alors, c'est ce que cette pièce raconte, et c'est une pièce encore éminemment baroque, même si on avance dans le temps. Vous avez aussi Méret, la Sophonisbe. Alors, ça, c'est pas facile à prononcer. Sophonisbe de Méret. C'est une princesse de Carthage, Sophonisbe, qui est donnée en mariage au vieux roi de Numidie, Syphax, qu'elle pousse à prendre les armes contre Rome. Ça vous explique un peu le contexte. On est tout entier tourné vers l'Antiquité. Il y a beaucoup de textes comme ça du théâtre baroque qui se situent dans la Grèce antique ou dans la Rome antique. Ça demeure le cadre de prédilection. Il y a aussi beaucoup de comédies qui sont dans un cadre contemporain, mais du côté des tragédies, on a tendance à représenter des scènes de la Grèce antique, parce que souvent on s'inspire de ces auteurs, justement.
tantôt Sénèque, tantôt Sophocle, Euripide, etc. Alors, ce n'est pas un hasard. Vous avez justement Corneille qui reprend Médée, Médée de Sénèque, Médée qui était un monstre chez Sénèque, mais que Corneille entreprend d'humaniser de différentes façons. Et c'est encore assez baroque. Il y a des éléments de magie là-dedans. On voit une baguette magique intervenir. Médée ouvre la porte d'une cellule avec une baguette magique et on imagine que dans les représentations, il fallait des effets spéciaux finalement pour permettre cet usage, ce recours à la magie, éventuellement le Deus ex machina de la fin, etc. Il faut savoir que le théâtre baroque est un théâtre de machine. On aime vraiment les effets spéciaux et on met le paquet. Chez Rotrou, chez Corneille aussi, là, on a beaucoup de pièces là, qui mettent à profit les effets spéciaux du temps. Vous avez La mort de César de Scudéry. Ça, le titre est assez explicite. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que ça raconte. En fait, ça raconte la mort de César, assassiné par Brutus. Et vous avez aussi La Marianne de Tristan l'Hermite. Alors ça, c'est une pièce à sujet religieux. Marianne est l'épouse du roi Hérodote. Ça vous situe dans le temps un petit peu, hein, à l'époque de Jésus-Christ. Et cette femme est d'une vertu absolument infaillible. Elle refuse de se donner et de se soumettre à son tyran de mari. Elle veut rester chaste et pure. Et son mari est très insatisfait et frustré de ça. Alors, ça provoque chez lui une réaction très, très colérique. Et Salomé, la sœur du roi, va vouloir l'inciter à rejeter justement Marianne. Alors, ça raconte comment Hérode, plutôt, avant son départ pour Rome, demande à ce que sa femme soit mise à mort s'il ne revient pas vivant de son voyage. Voyons. Alors, les chefs-d'œuvre de Corneille vont consolider et renforcer le triomphe du genre à l'époque, en illustrant notamment ce premier classicisme théâtral. Il y a déjà des éléments classiques chez Corneille qui vraiment nous laissent envisager la suite à l'avenant. Et Corneille va être amené à un moment donné à se retirer de manière temporaire du fait des troubles de la Fronde. Vous vous souvenez de la Fronde parlementaire, la Fronde des princes? Eh bien, c'est une période de tumulte politique qui fait qu'on n'a pas trop la tête au théâtre. Le roi est occupé ailleurs, mettons. Et je viens de voir que Philippe avait une question. Allez-y. Oui, je me demandais dans tout ça, là, c'est-tu possible de trancher au couteau qu'est-ce qui est plus baroque, qu'est-ce qui est plus classicisme, ou bien c'est plus ambigu, mettons? Pouvez-vous répéter votre question parce que mon micro était, pas mon micro, mais mes haut-parleurs étaient à un volume trop faible. Je me Allez-y. demandais juste, parce que là, on parle souvent de baroque, de classicisme, puis là, on voit que ça emprunte un peu les deux courants. Y a-t-il moyen de savoir, mettons, quel auteur, quelle pièce se situe plus dans tel ou tel courant, ou c'est ambigu, donc? Ben, il faut les situer dans le temps déjà. Si on regarde l'époque, si c'est avant 1660, ça a des chances d'être plutôt baroque. Et ensuite, il faut les lire, puis essayer de mesurer ce qui, dans ces pièces, semble relever de l'esthétique classique. On se souvient qu'il y a des traits caractéristiques là, qui ont été présentés. On se souvient que ça dépend du respect des règles, notamment. Est-ce que la bienséance est respectée? Est-ce que les trois unités sont respectées? Et ça va nous permettre de nous situer par rapport à ça. Mais sinon, il faut voir le résumé des pièces, il faut voir un petit peu de quoi il s'agit et on voit par les thèmes, par les motifs, si on est plutôt dans le baroque, par exemple, dans des récits d'aventure, les rebondissements, les trucs qui s'étendent dans le temps, on est très nettement dans le baroque. Mais ce n'est pas toujours affiché clairement. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des livres de l'époque, en fait, des pièces aujourd'hui qui sont éditées et ça peut être clairement dit théâtre baroque. Alors, il va falloir déduire, comme quand on est chez Corneille, des fois, on lit Corneille puis on se dit, ben ça a l'air plutôt classique. Est-ce que ça se peut? Pourtant, on n'est pas encore rendu à l'époque. Mais oui, ça se peut. Il y a déjà des éléments de l'esthétique classique qui se profilent. Mais c'est quelque chose qu'on apprécie donc en fonction de certains critères qui doivent être connus parce que il n'y a rien de pur à l'époque. Tout est mélangé, tout est un petit peu en phase encore, là, c'est pas fixé.
Alors voilà pour ça. La victoire progressive au long du siècle de la tragédie sur la tragicomédie, parce que la tragédie va devenir un genre plus sérieux, considéré comme plus achevé. Et progressivement, on va voir de plus en plus de gens délaisser la tragicomédie pour n'écrire que des tragédies. Et des comédies aussi. Là. Ce genre hybride va être un peu abandonné. Et c'est lié à l'esprit et l'esthétique classique, bien sûr, qui l'emporte sur la mentalité baroque. Les classiques n'aiment pas les mélanges. Alors que c'était un concept qui séduisait beaucoup l'esprit baroque. Alors, une relative indépendance à l'égard de la doctrine, qui est encore en gestation, va caractériser cette première partie du XVIIe siècle. Et c'est ça, l'esthétique classique en arrive à l'emporter sur l'art baroque avec l'avènement de Louis XIV. Alors, vous connaissez un peu la chronologie qu'on s'est donnée. À partir de 1660, à partir du début du règne de Louis XIV, vraiment, là, on entre les deux pieds dans le classicisme. Ce qui va contribuer à répandre cette doctrine classique, même avant l'avènement de Louis XIV, c'est d'abord, si on remonte un petit peu dans le temps, 1637, la publication de la querelle du Cid, qui déclenche enfin, le développement de la querelle du Cid qui déclenche donc cette réflexion sur la doctrine classique dans le public. Ce n'est pas une publication comme telle, même s'il y a des publications qui sont associées à ça. Corneille va vouloir répondre aux critiques qu'on lui fait. Et c'est à la suite de la représentation, il y a des gens qui vont dire, ben non, ben c'est raté comme pièce parce qu'il y a telle chose qui est invraisemblable et tout. Et là, Corneille va dire, ben non, voici ce que j'ai voulu faire et voici en quoi c'est vraisemblable. Et le contraire n'aurait pas été vraisemblable de toute façon. Et ça, c'est un texte qui fait date et qui contribue donc à implanter progressivement le classicisme. Il y a quelqu'un qui arrive, je vais l'admettre. C'est la tragédie, genre noble et sérieux par excellence, qui retient encore l'attention des théoriciens. Alors, à l'époque, vous avez plusieurs publications qui vont contribuer à fixer le canon classique. Vous avez, par exemple, le discours sur la tragédie de Sarrazin qui est publié en 1639. Alors, à la suite de cette querelle sur le Cid, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui vont paraître, qui vont essayer de fixer la doctrine, dire, OK, on va s'entendre, c'est quoi les règles et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une pièce soit réussie. Vous avez La Ménardière qui publie sa poétique et qui ne parle finalement d'aucun auteur contemporain. Il ne parle que des auteurs du passé. Il est tout entier tourné vers Aristote. Vous avez La pratique du théâtre de l'abbé d'Aubignac, 1657, qui là vraiment contribue à fixer les règles une fois pour toutes. Alors, son succès contraint les formes dramatiques plus libres à se conformer peu à peu aux fameuses règles de vraisemblance, de bienséance, la règle des unités aussi. Et on va passer ça en revue parce que ce sont des éléments très importants pour la compréhension du théâtre classique. Philippe, je vois une main levée. Est-ce que vous avez encore une question? Ou c'est la même main levée? Non, désolé, j'ai juste oublié de l'enlever. OK, il n'y a pas de problème. Je me demandais juste parce que des fois, on voit une main qui persiste, là, puis on ne sait pas trop. Alors, c'est quoi cette règle de la vraisemblance? C'est cette idée que la fable, comme on dit alors, l'argument, en fait, l'intrigue, autrement dit, le sujet de l'histoire, doit paraître vrai, puisque le théâtre se veut une imitation de la vie réelle. Alors, vous vous souvenez de cette idée de mimésis, d'imitation, de reproduction, de représentation. Eh bien, on pense que c'est nécessaire que ce soit le plus vraisemblable possible. Une autre notion qui est liée à celle-là et qui finit par s'imposer au cours du siècle, mais qui n'est pas tout de suite un enjeu chez Corneille, en tout cas, ce n'est pas encore, c'est celle des bienséances, la bienséance. Alors, vous avez cette règle qui se distingue, qui se divise en deux composantes, si on veut. Il y a la règle de bienséance interne, d'abord, qu'on va voir, et ensuite la règle de bienséance externe. Pour la règle de bienséance interne, les mœurs doivent être bonnes, les mœurs représentées dans la pièce doivent être bonnes, c'est-à-dire saines, convenables, avec des héros vertueux, sans être parfaits. Ils n'ont pas besoin d'être des modèles de vertu partout, qui sont amenés d'ailleurs à commettre des fautes. Et le héros doit avoir une certaine exemplarité. C'est ce qu'on
suppose à travers ça. Convenable dans le sens que ça doit être en conformité avec les situations. Il y a une règle d'adéquation donc aux circonstances, d'aptum, de décorum aussi. Les conditions, l'âge et le sexe doivent être respectés aussi. Un personnage doit se comporter de façon convenable à son âge, à sa condition, à son sexe. Un Romain doit rester un Romain pour que ce soit bienséant. Un Grec doit rappeler l'Antiquité mythique. Un guerrier ne peut pas être lâche, etc., etc. Il y a un certain nombre de principes qui sont évoqués comme ça chez d'Aubignac et chez la Ménardière. La bienséance externe, quant à elle, et vous aurez remarqué la présence de cette icône qui suggère que c'est matière à examen, la bienséance externe exigeait que la pièce soit convenable, qu'elle ne choque pas le public, en fait. C'est une exigence de beauté, de grandeur, de noblesse. On élimine les laideurs, les bassesses physiques et morales. Et qu'elle soit interne ou externe, la bienséance vise finalement pas tant à la vraisemblance qu'à l'harmonie. Alors, vous avez une petite bande dessinée ici qui met en scène Corneille, qui dit à son acteur, alors passons aux choses sérieuses, Rodrigue, tu provoques Don Gomas en duel et tu le tues. Et l'autre dit sur scène, non, dans la coulisse. Et là, il s'en va voir une dame qui dit, ce coup-ci, on respecte la bienséance pour faire plaisir à madame. Parce qu'effectivement, c'est réclamé du public. Il y a des gens qui n'aiment pas voir représenter sur scène des meurtres. Alors, on fait ça en coulisses plutôt pour respecter la bienséance. Alors, sympathique clin d'œil. Vous avez donc cette règle des 3 unités que vous connaissez déjà, mais je voulais juste rappeler de façon plus formelle, et ça va être bon pour vos notes, en quoi ça consiste. Vous avez l'unité de temps, d'abord, l'unité d'action. Alors, l'unité de temps, l'action doit se dérouler en une journée, et c'est 24 heures, une journée, donc il ne faut pas déborder de ça. Et si ça se trouve, on essaie de faire ça plus resserré. Il faudrait que, idéalement, ça se déroule en autant de temps que ça prend à arriver dans la vraie vie, finalement. L'unité de lieu, c'est cette idée que toute l'action doit se dérouler dans un même lieu. On a reproché au théâtre baroque de multiplier les déplacements. Alors, ce n'est pas commode. D'abord, il faut des décors crédibles et c'est dur de changer de décor. Il y avait des panneaux coulissants, il y avait toutes sortes de mécanismes qui étaient employés pour faire ça, mais on y croit plus ou moins à ces changements de lieu très rapides. Alors, il faut respecter cette règle de l'unité de lieu où toute l'action doit se dérouler dans un même lieu. Grosso modo, ça peut être un château ou ça peut être une ville, l'unité de lieu. C'est quelque chose qu'on voit souvent se produire, c'est-à-dire que dans un château, on va avoir plusieurs pièces où on va retrouver tour à tour les personnages, mais ça reste quand même dans un même lieu, dans une même ville. Le site se situe dans une même ville, même s'il y a des scènes extérieures au château, on respecte une certaine unité de lieu. Mais quand on se met à se déplacer de ville en ville, là, franchement, la règle de l'unité de lieu vient de sauter en morceaux. Vous avez l'unité d'action. Cette idée qu'il ne doit y avoir qu'une seule intrigue. Alors, on a remarqué qu'avec tous les rebondissements du théâtre baroque, on arrivait parfois à commettre des invraisemblances qui agaçaient le public. Et pour pallier à ça, on va essayer de resserrer l'intrigue et la situer dans un seul lieu, mais aussi dans un seul morceau. On va laisser tomber les récits tiroirs, les intrigues secondaires. On va se concentrer sur l'intrigue principale. Alors, vous avez là, donc, cette règle des 3 unités. On regarde maintenant la structure. C'est Boileau qui nous dit un peu plus tard dans l'art poétique, pour résumer la règle, et c'est très bien résumé, qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul acte accompli, tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. C'était sa façon à lui de résumer en un vers la règle des 3 unités. Alors, vous avez la structure d'une tragédie classique ici. Structure externe d'abord, c'est une pièce qui va comporter 5 actes. Alors, pour qu'une tragédie soit considérée comme classique, elle doit
nécessairement avoir 5 actes. Si vous tombez sur une tragédie de 4 actes, ce n'est pas une tragédie classique. Alors, c'est une caractéristique essentielle pour qu'elle soit considérée comme classique. Elle doit comporter 5 actes, de 3 à 8 scènes par acte, de 1500 à 2000 vers en tout, alexandrin à rime plate. Ça, c'est pour la forme vraiment classique. Il existe des tragédies qui ont été composées en prose à l'époque. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des tragédies qui sont donc de 3 actes, de 4 actes, mais vraiment, pour que ce soit classique, il faut que toutes ces caractéristiques s'y retrouvent. Au niveau de la structure interne, vous devez avoir à l'acte 1 l'exposition, c'est-à-dire qu'on doit présenter les personnages et aussi montrer en quoi consistera l'intrigue. Et ça se joue à l'acte 1. À l'acte 2, 3, 4, on va retrouver le nœud, l'intrigue va se nouer finalement, et invariablement, à l'acte 5, c'est le dénouement. Pas question de dénouer l'intrigue à l'acte 4 ou 3. Il faut garder ça pour la fin et c'est dans les derniers instants que l'intrigue se dénoue tout à fait. Alors, voilà à quoi ça ressemble, donc une tragédie classique. Au terme de cette maturation qui s'est faite à travers toutes sortes d'essais et expérimentations, et un des piliers de ces expérimentations-là, enfin, son théâtre a été le laboratoire de ces expérimentations, c'est justement Pierre Corneille, à qui on va consacrer maintenant le deuxième point de notre cours. On arrive bientôt. En fait, je pensais qu'on y était déjà, mais non. OK, excusez-moi. Je pensais qu'on arrivait au deuxième point, mais pas encore tout à fait. Il me reste encore quelque chose à vous dire. Corneille est le modèle incontesté de ses pairs au milieu du siècle. Pierre Corneille n'a cessé d'innover tout au long de sa carrière. Et là, je me rends compte que je n'ai pas les bonnes notes. C'est pour ça que je m'attendais à ce qu'on soit rendu là. Je n'ai aucune idée de où j'en suis dans mes notes par rapport au diaporama. On va découvrir avec vous. François de Malherbe, maintenant. Je ne sais pas pourquoi. C'est une diapositive de la semaine dernière, ça. Oh, voilà, OK. C'est un copie, c'est ça. C'est une copie, un copie-collé de la semaine dernière. Voilà pourquoi je suis complètement mêlé. Je ne comprenais pas pourquoi François Malherbe intervenait ici. C'est qu'il faut comprendre que quand je fais mes PowerPoint, je récupère la présentation de la semaine dernière et je fais des copies-collés pour ne pas avoir à chaque fois à replacer les titres, les photos, enfin les portraits. Alors, je fais juste remplacer les images, je remplace les données. Et parfois, c'est le cas aujourd'hui, j'oublie comme ça une diapositive en cours de route et c'est pour ça qu'on se retrouve ici, étrangement. Pardon pour ça. Voilà, on y arrive à Corneille. Je suis rassuré parce que ça m'arrive parfois de fusionner des notes et je me retrouve avec les mauvaises notes et ça aurait été un petit peu mêlant. Alors, on est à la Comédie Française. Et cette fois à l'intérieur, si vous avez l'occasion d'assister à une pièce là, vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant. La décoration est superbe, même si c'est postérieur donc, au 17e siècle, ça demeure très baroque à bien des égards. Vous avez des places en haut qui sont un peu moins confortables. C'est des strapontins, mais c'est des places pas chères. Les étudiants ont souvent l'habitude de réserver ses places. On peut avoir des billets vraiment pas chers. Je ne sais pas, à l'époque, c'était vraiment pas cher. Je ne sais pas, aujourd'hui, ça doit être un peu plus cher, mais à l'époque, pour 15 $, on avait un billet à la Comédie Française là, quand on était étudiant. Oui, on était en haut complètement, là, près des projecteurs, sur des strapontins, mais on était quand même à la Comédie Française. Puis pour 15 $, on ne pouvait pas se plaindre. Aujourd'hui, sans doute, ça serait un peu plus salé, mais ça vaut le détour. Donc, on va parler maintenant du théâtre de Corneille, de ce modèle incontesté pour ses pairs. C'était quand même l'auteur qui avait le plus de succès, même si son frère a signé la pièce qui a été la plus souvent montée, reprise et jouée. Il reste que le plus grand dramaturge du temps, de cette époque en tout cas, de cette première moitié du 16e siècle, c'est incontestablement Corneille. Alors, porteur des valeurs du grand siècle, notamment l'honneur, Pierre Corneille est, avec Jean Racine, le plus grand tragédien classique français. Alors, bien sûr, Racine vient après lui, mais le premier grand tragédien du siècle, c'est Corneille, qui ne cesse d'innover tout au long de sa carrière. Alors, c'est quelqu'un qui a inventé la comédie de caractère déjà dans sa jeunesse. Il mettait en scène la vie des honnêtes gens, des gens de l'époque, des gens contemporains.
dans des pièces comme Clitandre, par exemple, on ne se situe pas dans l'Antiquité lointaine, on est dans le moment contemporain. Le comique y naît des personnages plutôt que des situations stéréotypées, comme dans Mélite, comme dans la Place Royale de 1634. Et c'est lui qui va réintroduire de façon en alternance, en tout cas, l'outrance baroque. Alors, vous avez parfois des pièces qui sont préclassiques et vous avez parfois un retour à cette outrance baroque. Il y a une alternance qu'on retrouve notamment avec des pièces comme L'Illusion comique en 1635, Le Menteur en 1643. Mais le Grand Corneille perce surtout avec le Cid, qui va paraître en 1637 et que vous deviez lire justement pour cette semaine, très critiqué à l'époque, mais qui néanmoins assure sa consécration. Il y aura un certain nombre de pièces donc, qui vont suivre. Alors, on les voit ici rapidement. Vous avez Mélite dès 1629, la Place Royale, 1633-34. L'Illusion comique, c'est cette pièce dont je vous parlais tout à l'heure, encore très, très baroque, où un père va dans une grotte et un magicien va lui montrer ce qui est arrivé à son fils dans les 10 dernières années. Vous avez le Cid, qui raconte l'histoire que vous connaissez. Horace, cette pièce fameuse qui met à l'avant-plan l'honneur d'une famille, celle des Horaces, qui doit affronter une autre famille, celle des Curiaces, pour déterminer qui sortira vainqueur d'une guerre qui décimait la ville. Alors, ils se sont entendus, au lieu de se battre à la mort tous ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas représenter des porte-étendards pour chaque camp? Alors, on va choisir 3 frères Horace et 3 frères de la famille Curiace qui vont s'affronter et qui vont déterminer qui l'emporte entre les 2 villes qui sont en guerre. Et le problème, c'est que les frères Horace ont pour épouse les sœurs Curiace. Et les sœurs Curiace ont pour époux les frères Horace. Donc, on ne peut pas faire plaisir à personne. Forcément, si on tue les uns les autres, ça va créer des chicanes de famille. Et c'est ce qui se produit d'une certaine façon. Je ne vous gâche pas le punch, mais essentiellement, c'est la famille d'Horace qui va triompher. Il n'en restera plus qu'un à la fin. Et grâce à un subterfuge, il fait mine de fuir, il va réussir à l'emporter contre les Curiaces. Mais son père, qui est un vieux guerrier très orgueilleux, apprenant que son fils a utilisé un subterfuge, qu'il a fait mine de fuir à un moment donné, est fâché de sa fuite. Et là, on dit, mais attends, là, il a gagné. Oui, mais il a fui. Non, mais oui, mais il a gagné. Mais il a fui. C'est terrible, il nous a déshonorés. OK, bon sang, bonsoir. Qu'est-ce que vous auriez voulu? Enfin, et là, dans une espèce de dialogue construit là, en vue d'une chute, ça se termine par la question, mais qu'est-ce que vous auriez voulu finalement? Qu'est-ce que vous auriez préféré? Et ça se termine sur cette phrase du père Horace qui dit qu'il mourut. Ce mot assassin, il aurait préféré que son fils meure finalement, qu'il mourut plutôt que de donner l'impression qu'il était un lâche, même si c'était une stratégie. Alors, c'est vous dire l'importance de l'honneur dans cette pièce. Sina raconte la conjuration contre Auguste, l'empereur Auguste. Sina est l'ami d'Auguste, et Auguste, à un moment donné, apprend que Sina conspire contre lui et veut sa mort. Alors, son premier réflexe, c'est de dire, je vais le faire tuer, je ne perdrai pas mon temps. Mais sa femme lui déconseille de faire ça, lui dit, écoute, ce n'est pas une bonne idée, pense à ta gloire, pense à ta renommée, ça ferait beaucoup plus pour ta réputation de te montrer clément envers Sina que de te venger de lui, même s'il le mériterait. Et Auguste va faire venir Sina, va le confronter sur cette histoire, va dire, j'ai appris que tu conspirais contre moi. Ah, mais non, Auguste, vraiment pas. Non, arrête, je le sais, OK. Et tu sais quoi? Je te pardonne. Et cet acte de magnanimité extraordinaire va racheter Auguste aux yeux de tout le monde. On pensait que c'était un tyran sanguinaire et finalement, c'est un chic type capable d'être magnanime. Donc, je ne raconterai pas tout ça, mais Polyeucte suit en 1642. Vous avez Le Menteur, qui est une pièce, une comédie, cette fois, en 1643. Et vous avez Rodogune, qui est une pièce qui raconte en fait l'histoire de Cléopâtre et de sa jalousie pour la belle Rodogune, justement. Alors, elle aurait très bien pu s'appeler
Cléopâtre, cette pièce, mais Corneille a voulu déplacer le focus sur Rodogune, cette femme qui inspire tant de jalousie donc à Cléopâtre. Et c'est une de ses plus belles tragédies donc qu'il compose en 1644. Alors, Corneille utilise la démesure dans sa peinture des caractères et à cet égard, il s'éloigne des principes, en fait, des règles de la vraisemblance qu'il a par ailleurs contribué à imposer, par ailleurs, parce que dans ses autres pièces, on le voit préoccupé de vraisemblance. Il essaie, autant que faire se peut, de respecter la vraisemblance, mais ça lui arrive effectivement de tomber dans la démesure avec des personnages plus grands que nature, vraiment à la limite de la crédibilité, là, de la vraisemblance, et ces débordements lui sont reprochés. Alors, d'une part, il prêche pour un théâtre plus vraisemblable, mais lui-même est coupable d'invraisemblances multiples. Alors, il ne considérait pas ça comme un absolu pour lui, la vraisemblance, et estimait au contraire qu'il fallait plutôt apprivoiser les règles au théâtre de l'époque, mais sans que ce soit nécessairement quelque chose de contraignant de manière absolue. Il voulait qu'on en tienne compte, mais pas jusqu'à brimer l'inspiration. Alors, il se donne une marge de manœuvre et c'est cette marge de manœuvre dont il jouit avec beaucoup de libéralité qui lui vaut des ennuis, qui lui vaut des critiques, qu'il prend très mal. Pierre Corneille gère mal la critique. Il est conscient de son génie, il a raison, il est génial, c'est vraiment un écrivain d'une catégorie à part, et il se fait reprendre par des petits écrivailleurs mineurs. C'est assez humiliant. Alors, il répond aux uns et aux autres, il se défend comme il peut. C'est un homme excessif, c'est certain, comme ses personnages d'ailleurs. Alors, c'est quoi le portrait du héros cornélien de façon synthétique? On pourrait dire que le héros cornélien, à l'image de son auteur, est un homme excessif. Corneille dira « J'estime qu'il ne faut point faire les difficultés d'exposer sur la scène des hommes très vertueux ou très méchants. » Alors, il aime les extrêmes. Il aime présenter soit des gens qui sont vraiment méchants, pensez au comte dans le Cid, ou très vertueux, pensez à Rodrigue dans le Cid. Alors, vous avez des contrastes comme ça. Ces personnages sont en quête d'absolu. Ça peut être la gloire, ça peut être l'honneur, mais c'est des gens ambitieux. On voit comment Rodrigue met l'honneur au-dessus de tout, au-dessus de son amour même. Il sait qu'en voulant venger son père, il va très certainement devoir renoncer à son amour et à choisir entre les deux. Il n'hésite pas longtemps. Après avoir délibéré dans ce qu'on appelle les stances de Rodrigue, cette partie-là où il se dit est-ce que je peux vraiment faire ça? Si je tue le père de Chimène, c'est fini, elle ne voudra plus de moi, mais en même temps, je n'ai pas le choix. Mon honneur, ma gloire me commande d'agir. Et on voit que Rodrigue, finalement, met l'honneur au-dessus de tout. Vous avez ce héros qui, contrairement au héros romantique qui se caractérise par sa marginalité, par sa révolte, ce héros cornélien s'inscrit, lui, dans un groupe social. Dans le Cid, c'est les nobles. Alors, on n'a pas un héros marginal, on a un héros qui est issu d'une caste et qui est très associé à ses valeurs et qui partage ses valeurs. Les patriotes chez Horace, les frères Horace sont des patriotes aussi très préoccupés par l'honneur. Vous avez les chrétiens chez Polyeucte. C'est un héros qui fait partie d'un groupe et ce groupe est tricoté serré et il est le parfait représentant de ce groupe à chaque fois. C'est vrai pour le Cid, c'est vrai pour les patriotes dans Horace, c'est vrai pour les chrétiens chez Polyeucte. Il est partagé, le héros cornélien, entre l'amour et l'honneur. C'est ce qu'on appelait le fameux dilemme cornélien, qui est le moteur de l'action dramatique. Le devoir prime toujours chez Corneille sur le désir. Alors oui, il y aura un moment où on va se poser la question, est-ce que je suis prêt à renoncer à l'amour pour faire mon devoir, pour suivre mon devoir et au nom de l'honneur? Et à chaque fois, la réponse, ça va être l'honneur d'abord, effectivement. Mais il y a ce débat intérieur qui se poursuit d'une pièce à l'autre.
On retiendra que l'œuvre de Corneille est une œuvre politique. Elle incarne les aspirations de cette époque, la prééminence de la caste aristocratique et des vertus nobiliaires. Ce n'est pas un hasard s'il est autant question d'honneur. C'est parce que c'est une préoccupation centrale pour les nobles, les aristocrates. Alors, il aborde plusieurs considérations. Il va parler du rôle de la clémence, par exemple, après la guerre civile. Et bien sûr, on pense à la Fronde et on pense aux conflits qui l'ont marqué. C'est aussi une célébration de la monarchie, le théâtre de Corneille. On représente sous un visage assez flatteur la monarchie. Et ce n'est pas étonnant parce qu'on ne veut pas se couper des pensions, des revenus potentiels. Si on veut plaire au roi, on a tout intérêt à célébrer la monarchie. Et c'est donnant-donnant. Le roi pensionne les écrivains qui font sa promotion, sa propagande en quelque sorte, et Corneille l'a bien compris. Alors, il y a une célébration de la monarchie à travers son théâtre qui est très sensible lorsqu'on le fréquente. L'œuvre de Corneille est une œuvre universelle dans ses rapports à l'histoire, relation entre la morale, le pouvoir, la justice, l'injustice, le rôle du monarque, du prince. Et vous avez un goût très marqué pour les maximes, les sentences morales qui viennent émailler cette écriture majestueuse, faite d'alexandrins généreux, qui souligne la détermination des personnages. Alors, il y a plein de sentences qu'on peut extraire, en fait, de maximes qui ont été extraites de ces pièces. À une âme bien née, la valeur n'attend point le nombre d'années, par exemple. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ce sont des vers qui nous reviennent, des maximes qu'on peut isoler. Et on sent que Corneille avait le goût de la formule. Alors, c'est tous ces petits passages qu'on peut extraire de la pièce puis qui peuvent être compris même si on ne connaît pas l'intrigue. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, si ce n'est pas difficile de vaincre son adversaire, on ne va pas en tirer aucun profit, aucune gloire, parce que c'était à la portée de n'importe qui, finalement. Donc, ce goût pour la maxime transparaît partout. On a un style qui pèse et qui pose, là, parfois. Là, on a le sentiment qu'il veut nous en mettre plein la vue, Corneille, et ça nous fournit comme ça plein de petites sentences, de petites maximes qu'on peut récupérer ailleurs. L'œuvre incarne donc ces aspirations de l'époque, c'est ce qu'on disait à l'instant, les valeurs, les idéaux nobiliaires qui sont pourtant à cette époque en déclin et qui se pervertissent dans une société de plus en plus mondaine et domestiquée. C'est-à-dire que, bon, il y aura des gens pour faire la guerre et vivre encore des aventures et s'illustrer et marquer leur attachement à l'honneur et à la gloire et tout ça, mais la noblesse est de plus en plus désœuvrée parce que plus le siècle avance, plus vous avez des gens qui vont vouloir remplacer, par exemple, dans l'appareil étatique, les nobles par des fonctionnaires issus de la bourgeoisie. Alors, les nobles vont être de plus en plus désœuvrés, ne sauront pas trop quoi faire de leur temps. Et en dehors des batailles, des guerres, ils sont un petit peu dans le désenchantement. Et c'est ce déclin qui s'amorce finalement après Corneille qui marque toute l'époque classique. Alors, voilà pour ça. On en est déjà au troisième volet, le théâtre de Molière. On va au pas de course. Le théâtre de Molière, alors là, on est, si je me souviens bien, à Versailles, de retour à Versailles. C'est le théâtre, c'est l'opéra de Versailles, en fait. Alors, quand je vous parlais d'esthétique surchargée, baroque, rococo, vous en avez une illustration. Quand vous visitez Versailles, vous pouvez accéder à ces lieux et c'est à couper le souffle. Hein. Vous regardez ça, là, les couleurs et tout. Là, il faut s'imaginer qu'on a monté ces pièces dont on parle, là, de Molière, là, on les a montées dans un cadre comme celui-là, aussi glorieux. C'est assez intéressant. Alors, le théâtre de Molière doit beaucoup au théâtre comique de l'Antiquité et on va parler dans les premiers instants, en tout cas, des inspirations de Molière. Alors, pour ceux qui ont suivi le cours de théâtre antique et son héritage moderne, il n'y aura pas de surprise, vous êtes au fait de ça. Il y en avait été question de Molière déjà, on avait fait des parallèles avec Plaute et Terence.
mais pour les autres, ça devrait vous paraître tout neuf. J'ai récupéré quelques images aussi. Alors, vous avez donc Jean-Baptiste Poquelin, c'est son vrai nom, dit Molière, et là, il y a plusieurs histoires sur son nom, comment il a choisi son pseudonyme. Il y a cette histoire qui dit que Molière considérait que l'homme est mou, est molle, finalement est faible, mais tel un lierre, il est capable de s'élever sur un arbre. Alors, il suffit qu'il y ait un arbre, un chêne solide sur lequel s'enrouler et il est capable de monter comme le lierre. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé à Molière, qui s'est appuyé tout au long de sa carrière sur Louis XIV et sur la faveur extraordinaire dont il jouissait auprès de lui et qui lui a permis d'éviter bien des soucis parce que à Molière, on a fait la vie dure. Il s'est moqué de tout le monde et les gens lui en voulaient beaucoup, le Parti des Veaux notamment. Il y a eu plein de querelles et souvent, Louis XIV a dû intervenir pour sauver Molière, pour le tirer d'un mauvais pas. Et même à sa mort, alors qu'il est voué à la fosse commune, c'est Louis XIV qui va intervenir, qui va dire « Oh non, vous ne l'envoyez pas à la fosse commune, vous allez lui faire une place au cimetière et il va avoir droit à des funérailles dignes de sa carrière. » Mais rappelez-vous qu'il est comédien, que les comédiens ont une mauvaise réputation, même si ça a été un peu réhabilité sous Richelieu, ça demeure assez problématique. Et puis, il a une réputation sulfureuse. On constate que ce n'est pas un très bon chrétien, mettons. Alors, sans l'intervention de Louis XIV, Molière vraiment aurait été enterré dans une fosse commune et puis on n'aurait jamais retrouvé ses ossements. Alors, on va en parler de ce théâtre de Molière et d'abord quelques informations. On pourrait dire que Molière a contribué à bien des égards à l'histoire du genre. Se partageant d'abord la salle du Palais Royal en 1658, Molière et les Italiens vont longtemps se fréquenter. On va voir que Molière va être influencé par le théâtre italien, par le théâtre de la Commedia dell'arte. Il va apprendre des techniques en fréquentant les Italiens qui vont informer son théâtre et sa pratique, notamment au niveau des farces, des comédies. Il reprend beaucoup d'éléments de la Commedia dell'arte. Il vouait une admiration extraordinaire, par exemple, à Tiberio Fiorilli, interprète du personnage de Scaramouche, le fameux Scaramouche dont il est question dans une chanson de Queen, Bohemian Rhapsody, Scaramouche, Will You Do the Fandango? Eh bien, c'est un personnage qui a vraiment existé. C'était un personnage type de la Commedia dell'arte. Donc, c'est quelqu'un qui va influencer Molière et lui fournir le patron du Sganarelle. Alors, Sganarelle, qu'on retrouve notamment dans le Don Juan, c'est un double de Scaramouche, finalement, qui, par son jeu, avait vraiment impressionné Molière et que Molière a cherché à imiter. On reviendra sur ça. Le mot de la comédie, donc, a d'abord désigné le théâtre en général et il faut comprendre, quand on lit les pièces de l'époque, quand on tombe sur une pièce qui s'appelle comédie au début du siècle, il ne faut pas s'attendre nécessairement à rire, parce que comédie désigne d'abord le théâtre en général chez les Grecs, et de même, à différentes époques, une comédie n'a pas toujours été forcément drôle. Vous avez cette définition qui est proposée. Comédie, c'est une pièce mettant en scène, finalement, les figures de la vie quotidienne pour illustrer une morale pratique. C'était ce qui caractérisait donc la définition de la comédie, d'abord et avant tout. Et vous avez, parmi les auteurs classiques qui ont inspiré Molière et le théâtre du 17e siècle en général, le théâtre comique du 17e siècle, vous avez Aristophane et Ménandre pour les Grecs, mais aussi chez les Latins, Plaute et Terence. Alors, ce sont des figures incontournables et quand on lit le théâtre de Molière, notamment, on retrouve presque des traductions littérales de ces auteurs. Amphitryon, par exemple, l'avoir lu chez Molière, c'est l'avoir lu chez Plaute aussi. Là. Vous avez exactement la même histoire qui est racontée et il n'y a pas vraiment place pour l'originalité ici. Vous avez la Commedia dell'arte, donc, qui va apparaître en Italie vers le milieu du 16e siècle, qui va exercer une influence déterminante sur le théâtre de Molière. Elle connaît un immense succès. On se met à faire des tournées à travers le pays. J'avais un éternuement qui se préparait.
Elle connaît un grand succès, donc on fait des tournées et Molière va assister à ces représentations-là et va être extrêmement impressionné par le jeu donc, de certains de ceux-là, dont Scaramouche, et va s'efforcer à reproduire ça dans ses propres personnages, dans ses propres tournées, dans ses propres créations. Alors, qu'est-ce que la Commedia dell'arte a laissé, si vous voulez, comme héritage au théâtre de Molière? Un certain nombre de caractéristiques. Les acteurs improvisaient donc dans ces pièces. Ils utilisaient de simples canevas et à partir de ces canevas, ils s'entendaient sur l'intrigue de base. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans la pièce? À partir de ce moment-là, ils improvisaient les dialogues. Et beaucoup de pièces de Molière, beaucoup de ces farces ont été construites de cette manière-là. Alors, au départ, il y avait un canevas à partir duquel on brodait et de représentation en représentation, on finissait par reproduire finalement la même recette, à peu près les mêmes répliques et on consignait ça par écrit. Une fois, à ce moment-là, ça devenait fixé pour la postérité. Mais au départ, c'est un jeu qui est né de l'improvisation finalement. Vous avez les présences d'une technique de jeu précise et élaborée avec des pantomimes acrobatiques. Ça, il n'y a pas vraiment ça chez Molière, sinon à travers les petites pirouettes de Sganarelle et les faubories de Scapin aussi. Scapin est aussi un personnage très proche des valets de la Commedia dell'arte. Alors, on multipliait les acrobaties, les sparages. Vous avez, dans le théâtre de la Commedia dell'arte, ces plaisanteries burlesques qu'on appelle les lazzi. On aime bien rire gras. Et de même, chez Molière, dans les farces, on rit gras également. Elle reprend la Commedia dell'arte en les adaptant les types, en fait, les stéréotypes de l'Atellane, la comédie romaine par excellence. Alors, on va retrouver les mêmes stéréotypes, finalement, les mêmes personnages typés qui portaient des masques aussi à l'époque. Alors, on en vient, oui, reprise des titres de la comédie romaine. On en vient maintenant aux différents types de comédies et on va voir que ce ne sont pas des catégories pures, c'est-à-dire qu'une même pièce peut appartenir à deux types différents parce qu'au niveau de l'intrigue, au niveau de la forme, il y a des recoupements. Donc, il ne faut pas voir ça comme des catégories absolues, là. Je vais vous présenter différents types de comédies sous Molière, mais vous allez voir qu'il y a des chevauchements possibles. Alors, je le dis tout de suite. Molière donc intègre les trouvailles des Italiens à la grande comédie et ça va nous donner un certain nombre de variations sur le même genre, c'est-à-dire que les comédies chez Molière sont très différentes. Entre la grande comédie et la farce, là, il y a un monde. Et c'est pour ça qu'on va s'attacher maintenant à les distinguer, ces comédies, pour essayer de les classer, les regrouper dans le temps et dans les préoccupations là, esthétiques et autres. Alors d'abord, on parle de la comédie d'intrigue. Comme son nom l'indique, c'est une sorte de comédie qui se veut avant tout une comédie d'action, une histoire d'action chargée et complexe, avec rebondissements nombreux, péripéties surprenantes. Ce sont des pièces qui se veulent pittoresques, hautes en couleurs, avec des personnages ridicules, extravagants, et on insiste vraiment là-dessus. On pousse à fond le ridicule et c'est souvent les types de la comédie latine qui sont repris, comme ceux de Plaute, par exemple, avec des soldats fanfarons, des pédants, des personnages grotesques, des vieillards amoureux. Alors, on pense à Pantalone dans le théâtre de la Commedia dell'arte. Il y en a tout plein des Pantalone chez Molière aussi, et dans ses comédies d'intrigue. L'essentiel, c'est d'entretenir finalement un climat hilarant, fantaisiste, sans trop d'efforts, sans qu'on se prenne la tête et sans prétention morale. Il ne s'agit pas de faire réfléchir les gens vraiment ou de faire une peinture sociale sophistiquée. Il n'y a qu'une seule prétention, c'est faire rire. On veut amuser, on veut divertir. Molière va puiser à pleine main dans ce répertoire, encore à la mode de son temps, la comédie d'intrigue, et s'inspirer copieusement des uns et des autres. Alors, je vous l'ai dit, à l'époque, ce n'est pas une préoccupation, le plagiat, ce n'est pas un enjeu. Aujourd'hui, ça me semble un petit peu surprenant de voir que Molière a piqué ses idées un peu partout, mais c'était tout à fait admissible à l'époque. Vous avez des pièces comme L'Étourdi, par exemple, et Le Dépit amoureux,
qui sont d'emblée des comédies d'intrigue, avec leurs artifices, leurs conventions, mais il y a aussi des œuvres plus profondes qui vont suivre et qui se voudront fidèles, peu ou prou, à ce modèle dramatique. Alors, vous avez des comédies d'intrigue, donc au départ, éminemment superficielles, mais il y en aura des plus étoffées. Plus le théâtre de Molière évolue, plus il se fait sérieux à certains égards, là. Il prend ça plus au sérieux par la suite. Vous avez donc, dans les différents types de comédies, la comédie de caractère, c'est cette comédie donc, avec ses personnages obsédés par une manie, à la fois folie et passion. Et l'exemple emblématique de ça, ce serait le Misanthrope, notamment, mais c'est aussi l'École des femmes, qui inaugure en 1662 la grande création, la grande comédie molièresque. Alors, c'est une intrigue venue de la farce. L'intrigue tourne autour du vieillard amoureux, le baron amoureux, qui est aussi le trompeur trompé, qui va s'humaniser donc à travers l'histoire, passant de pauvre homme jaloux, peu à peu obligé de capituler devant la jeunesse, la beauté, sans pour autant que la salle cesse de s'amuser. Alors, vous avez d'autres personnages qui vont être obsédés par une manie, folie ou passion, qui se succéderont dans ce genre, dans cette catégorie. Vous avez Alceste, donc, dans le Misanthrope. Vous avez Orgon, qui tremble pour son salut. Vous avez Argan, le malade imaginaire, qui exorcise sa peur de la mort en se jetant dans les bras de la médecine. Vous avez Sganarelle, personnage grotesque par excellence et en même temps pitoyable. Vous avez M. Jourdain, le sympathique bourgeois gentilhomme, Bouffon, qui sont tout à la fois proches du spectateur, ces personnages, Alceste, Orgon, Argan, Sganarelle, mais qui renvoient aussi autant d'images de Molière lui-même. Vous avez la comédie de mœurs qui met en scène des types psychologiques ou sociaux. Alors, le théâtre de Molière est à sa manière une comédie humaine, un peu comme ce que Balzac a voulu faire, et il fonde son comique sur la satire des mœurs contemporaines. Il veut représenter les gens de l'époque et leurs travers. On voit défiler sur scène des gens finalement qui sont aussi dans la salle et qui se reconnaissent et qui se sentent interpellés et qui se sentent critiqués. C'est ça qui va faire que ça va chauffer pour Molière souvent parce qu'il va se moquer des dévots et les gens religieux assistent parfois aux représentations de Molière pour lui chercher noise, mais voilà, il le trouve parce que c'est ce qu'il essaie de faire lui aussi. Il les condamne, il les stigmatise. On voit des précieuses se fâcher devant sa représentation des précieuses ridicules, où il les tourne vraiment ridicules, des bourgeois gentilshommes, des tartuffes, on en a de toutes sortes. C'est un théâtre qui aime vraiment aborder les problèmes de l'époque, et notamment l'éducation des filles, l'émancipation des femmes, dans l'école des femmes, justement, la conception et la place de la religion dans la société, dans le Tartuffe, la hiérarchie sociale, la préciosité, la médecine dans Le médecin malgré lui, le malade imaginaire. Ce sont des thèmes vraiment majeurs qui interpellent tout le monde à l'époque. Alors, vous avez un quatrième type de comédie qui existe chez Molière, c'est la grande comédie. C'est cette pièce comique dont l'esthétique, faite de rigueur et de clarté, se conformait au canon de la dramaturgie classique. Alors là, on tient mordicus à suivre les règles et ce qui fait d'une comédie une grande comédie, ce sont un certain nombre de principes, là, de 5 actes en vers alexandrin, qui respectent les règles classiques là, par excellence, bienséance, règles d'unité, etc., etc. Et il ne faut pas confondre. Là. Il y a plusieurs pièces de Molière qu'on pourrait tenter de rapprocher de la grande comédie, mais si elles ne font pas 5 actes, si elles ne sont pas en alexandrin, ce ne sont pas des grandes comédies. Alors, tout de suite, c'est facile de les reconnaître juste au niveau de la forme. Alors, ce sont les grandes comédies qui mêlent le plus harmonieusement les différentes intentions, les différentes formes que Molière a voulu expérimenter. Vous avez des pièces comme le Misanthrope et le Tartuffe qui relèvent de ce genre.
Alors, quelles sont les caractéristiques de la grande comédie? On les passe en revue. D'abord, elle est soucieuse de vérité et de bienséance. Elle cherche la finesse et la profondeur. Ce sont des pièces qui sont chargées de significations sérieuses. On est frappé, quand on lit Le Misanthrope, par la gravité du sujet. Ce n'est pas si drôle que ça, Le Misanthrope. Et d'ailleurs, quand on monte Le Misanthrope, des fois, on s'emploie à ajouter des gags, des lazis, des gags burlesques pour que les gens rient un peu parce qu'ils vont voir du Molière et s'attendent à rire, mais ils ne comprennent pas que c'est peut-être la pièce la plus sérieuse, la plus grave de Molière, qui met en scène finalement ce personnage d'Alceste qui est désabusé, découragé devant l'hypocrisie humaine. Et là-dedans, il y a beaucoup de Molière qui en était rendu là lui-même dans sa pratique, dans son art, dans son rapport à la critique aussi. Voilà, qui veut nous faire réfléchir aux faussetés, aux faux semblants du monde, à la superficialité du monde. Et on ne rit pas tant dans cette pièce. Et souvent, donc, les metteurs en scène vont ajouter des gags pour essayer de nous rappeler qu'on est chez Molière et qu'on a affaire à une comédie. Mais c'est probablement la comédie la plus grave, la plus sérieuse de Molière. Alors, cherche la finesse, la profondeur. Vous en avez un exemple brillant avec Le Misanthrope. Cherche à joindre l'utile et l'agréable. C'est le dulce et utile de Horace, dont on parlait la semaine dernière. Alors, il s'agit de plaire, mais aussi d'instruire. On veut éduquer. Et ça rejoint la devise de Molière, castigat ridendo mores, à propos de la comédie. Elle corrige les mœurs en riant, la comédie. Alors, c'est ce qu'il dit de la comédie, c'est sa conception. Elle vise à corriger les mœurs. On veut apprendre aux gens à se comporter de façon décente. Vous avez aussi une comédie qui vise à corriger les vices des hommes, donc par la vertu du rire. J'aurais dû écrire la devise en latin, là. C'est castigat ridendo mores. Ça s'écrit comme ça se prononce. Elle vise, la comédie, à corriger les vices des hommes par la vertu du rire. C'est quelque chose qui est rappelé dans la préface de Tartuffe. C'est Molière qui explique un petit peu ses visées dans sa préface et comment il conçoit la comédie. Alors, on a parlé à propos de Molière de libertinage philosophique, voire de gassindisme. On l'a accusé d'hédonisme aristocratique. On lui a reproché sa sagesse terre à terre. On l'a supposé parfois agnostique, nihiliste, etc., etc. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très, très terre à terre, justement, et qui est attaché à cette morale de l'authenticité défendue par le personnage d'Alceste, un peu son double dans Le Misanthrope. Morale de l'authenticité, de la liberté aussi, de la tolérance, de la jeunesse, de la fantaisie, ce sont des termes qu'on pourrait ajouter aussi, qui est marqué par l'hostilité envers toute forme d'imposture. Alors, il ne peut pas piffer les imposteurs, les tartuffes, les hypocrites de ce monde, et non plus les tyrannies qui gâchent finalement la vie des hommes et les rapports entre les êtres. Et c'est ce qu'il a voulu condamner à travers son théâtre. Alors, si on avait vraiment le loisir de le faire, on se lancerait dans une analyse un peu plus poussée du Misanthrope de Molière, mais il va falloir s'arrêter bientôt. C'est un texte que vous devez lire, ça fait partie donc des lectures au programme. Vous avez le Cid et Molière et Corneille, Corneille et Racine plutôt à lire, Phèdre de Racine, le Cid de Corneille et le Misanthrope de Molière. Alors, retenez que cette comédie de Molière en 5 actes est une de ces grandes comédies, donc, qui représente ce personnage d'Alceste, idéaliste, qui prétend se comporter sans hypocrisie et qui est confronté à son ami Philinte, qui, lui, est plus diplomate et ne dit pas les choses avec autant d'honnêteté, mettons, que Alceste. Alors, il clame Alceste son intransigeance face au pouvoir, face au compromis, et préfère, par exemple, perdre un procès où son bon droit est établi plutôt que d'influencer le juge comme le fait son adversaire. Il est amoureux de Célimène, cette jeune femme mondaine et coquette qui est représentée dans la pièce, et il est désireux de fuir cette société pour laquelle il ne se sent pas
d'affection particulière. Il souhaite convaincre sa dulcinée de renoncer au monde par amour pour lui, mais Célimène est trop mondaine, trop amoureuse de la vie en société pour le suivre. Alors, c'est à la fois une comédie de mœurs, dans les types qu'on a énumérés tout à l'heure, mais aussi une comédie de caractère, avec représentation au niveau des mœurs des marquis ridicules comme Oronte, Acaste, Clitandre qu'on voit intervenir à l'acte 2. Vous avez la prude Arsinoé qui aussi s'inscrit dans le cadre de la comédie de mœurs. Vous avez les honnêtes gens comme Philinte et Liante qu'on retrouve à l'acte 1, l'acte 2, l'acte 4, etc. Mais vous avez en même temps des éléments de la comédie de caractère. Alors, on a vu ça tout à l'heure, les caractéristiques de ça. Un personnage comme Célimène, par exemple, par ses défauts, ses charmes, par la représentation qu'on fait de ses amours, son goût pour les mondanités, pour la médisance, ses perfidies aussi, parce que c'est une petite schnappante. Elle multiplie les ruses, elle est capable de faux-semblants, de mensonges, subterfuges, mais aussi d'une certaine vérité. Alors, il y a un caractère qu'on essaie de représenter à travers ça. Vous avez le stéréotype de l'atrabilaire en la personne d'Alceste, qui est allergique aux mensonges, qui voue un culte à la sincérité. Et c'est exposé notamment à travers l'acte 1, dès la première scène avec Philinte. On voit aussi son esprit de contradiction, sa misanthropie, et c'est lui le misanthrope du titre, hein, bien sûr, et son amour possessif également qui est représenté pour Célimène. Il est très jaloux de tous ceux qui s'approchent d'elle. Alors, ça aussi, ça situe la pièce dans la comédie de caractère. C'est une grande comédie, mais elle reste marquée donc par ces différents types que Molière a expérimentés. Alors, à la fois, on l'a vu, on a dit la comédie de mœurs, mais aussi des éléments de caractère avec des personnages stéréotypés comme Célimène, comme Alceste, en même temps que c'est une comédie sérieuse avec une intrigue qui progresse en fonction des obstacles qui vont empêcher Alceste d'avoir un entretien décisif avec celle qu'il aime, avec Célimène. Le misanthrope a tendance à agir en contradiction avec ses principes, malgré lui, et c'est ce qui entraîne des effets comiques, mais pour l'essentiel, ça reste une réflexion assez grave. Alceste, même s'il est un caractère complexe et nuancé, est très proche de la farce à bien des égards, est quand même porteur de toute une réflexion éminemment critique d'un état de société où triomphe l'hypocrisie finalement, où les gens peuvent prétendre une chose et son contraire et n'ont plus de morale et n'ont plus de valeur et ne sont plus capables d'authenticité. Et on a le sentiment d'un ras-le-bol général, d'un refus de cette chimère, de cette vie en société artificielle chez Molière. Alors, j'admets des gens qui arrivent vraiment sur le tard. Je ne sais pas, je pense qu'ils ont peut-être échappé la connexion. Voilà, on se retrouve au final, au terme de ce cours, au même endroit où on a commencé. Alors, on avait commencé avec l'image de la comédie française de jour. Voici la comédie française de soir. Quand vous arrivez dernière minute, c'est-à-dire dans 30 minutes avant le début d'une représentation, on vend les places libres. Alors, il y a des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne se présentent pas, ont acheté des billets, mais ne se présentent pas. Et il y a des places, des fois, qui sont libérées comme ça. Je pense que c'est 15 minutes avant la représentation. Et c'est là que vous pouvez avoir des billets vraiment pas chers. Si en plus vous êtes étudiant, et étudiant, c'est avec une carte, mais c'est les moins de 26 ans. Alors, ça peut aller assez loin. Vous avez accès donc à des pièces vraiment formidables. Je vous conseille d'y aller un jour. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire dans ce marathon un peu précipité. Je m'en excuse, mais j'essayais de placer les choses pour la semaine prochaine aussi pour compléter notre survol du théâtre classique. Alors, vous devinez que la semaine prochaine, il sera question de Racine. J'ai voulu libérer un peu de place pour s'y attarder comme il convient.
J'essaierai de revenir sur les pièces que vous avez à lire quand même parce que j'ai passé très rapidement sur le CID. On n'en a pas dit grand-chose, quitte à vous envoyer peut-être du matériel complémentaire. De même, le misanthrope, j'ai fait ça au pas de course à la fin. Je m'en excuse, mais il faut avancer parce qu'on va commencer bientôt le 18e siècle. Alors, au retour de la relâche, alors on a un dernier cours la semaine prochaine, puis après ça, c'est la relâche. Au retour de la relâche, on est dans le 18e siècle jusqu'à la fin. Alors, il me reste très peu de temps pour vous parler de tous ces auteurs importants pour le classicisme et de la querelle des anciens et des modernes, etc., etc. Donc, j'ai voulu concentrer un maximum d'informations aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste.